Merci beaucoup pour l'invitation et pour ces présentations déjà très intéressantes auxquelles j'ai assisté. On va donc être embarqué pour cette fois la notion d'objectivité qui est peut-être un petit peu moins familière de l'éthique, mais dont on va voir qu'elle est quand même assez fortement liée à ses préoccupations, notamment en matière de science. Je vérifie juste, ça a l'air lisible pour vous les diapositives. Euh, je vois qu'il y a la question, oui, vous aurez le diaporama qu'on pourra faire circuler, donc pas spécialement besoin de prendre des notes. Voilà. Alors, voici le plan que je vais proposer en trois parties essentiellement. On va commencer par une relativement longue introduction à caractère assez généraliste, au cours de laquelle je vais simplement trouver la place de l'objectivité, notamment dans les sciences, et le sens qu'on peut lui donner, disons, quand on ouvre un dictionnaire, enfin le sens usuel auquel on arrive en général de cette notion. Dans un deuxième temps, je vais avoir un propos un petit peu plus précis en décrivant l'évolution historique à la fois des conceptions mais aussi des pratiques de l'objectivité et voir la manière dont le sens du concept s'est fixé en philosophie pour atteindre une relative stabilité, notamment au XXe siècle. Et dans une troisième et dernière partie, je vais aborder les critiques qui ont été adressées à cette conception philosophique, disons relativement stabilisée, en particulier par la philosophie, l'épistémologie féministe, et voir vers quelle perspective tout ça nous amène. Alors avant d'être une notion clé de l'éthique, l'objectivité, c'est une notion clé de la science qui permet d'asseoir en grande partie l'autorité de la science. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on se pose des questions du genre pourquoi croire ce que dit la science, typiquement, le genre de réponse qu'on va apporter à ces questions, c'est parce qu'elle est ou parce qu'elle semble être objective. Ça, c'est une qualité, c'est un mot. Objectivité, objectif, c'est un mot qui est évidemment à connotation positive. Quand je dis que je porte un regard objectif sur quelque chose, quand je dis que je suis objectif, quand j'obtiens des résultats ou des données que je qualifie d'objectifs, en faisant tout ça, ce qu'on affirme, c'est une force et on réduit en face le pouvoir de contestation. Donc il est clair que l'objectivité apporte quelque chose de positif. De là à se poser la question, est-ce que l'objectivité ne serait pas une valeur, peut-être même la valeur cardinale, en tout cas une valeur importante, comme d'autres le sont en sciences. Alors, on peut parler de valeurs scientifiques ou de valeurs épistémiques, ces valeurs qui jouent quand on est dans cette entreprise d'acquérir de la connaissance scientifique. Quelles sont ces valeurs? Par exemple, l'adéquation aux faits, ou bien la simplicité. On préfère des théories qui reposent sur des principes assez simples, sur des équations relativement simples, plutôt que des usines à gaz. La fécondité, savoir qu'une hypothèse va pouvoir expliquer beaucoup de phénomènes et ne pas être réduite à un tout petit domaine. Donc, il existe un certain nombre de valeurs épistémiques, et on pourrait se poser la question, est-ce que l'objectivité n'en serait pas une? J'aurais tendance à répondre par la négative, tout simplement parce que c'est une notion qui, on va le voir, est très complexe, très multidimensionnelle, assez éclatée. On a l'habitude de parler de valeurs justement pour désigner des choses qui sont relativement simples et homogènes à saisir. Donc, première remarque à ce sujet. Je poursuis avec des premiers éléments de définition de ce que serait l'objectivité. Et je crois que quand on se tourne vers cette question, on a typiquement deux aspects fondamentaux qui viennent toujours. Le premier, c'est de définir l'objectivité en opposition à la subjectivité, c'est-à-dire à mes préférences personnelles, à mes désirs, à mes affects, donc d'adopter cette attitude dépassionnée qui va garantir l'attitude objective.
Le deuxième aspect fondamental qu'on va apporter à la réponse, c'est est objectif, ce qui a la qualité de ce qui est conforme à la réalité. C'est un jugement exact sur les faits. C'est accorder à l'objet de mon enquête une place maximale, comme si je m'ouvrais au maximum à l'objet de mon enquête et que dans le même temps, je fermais justement la porte à mes attentes, mes préférences, etc. Donc, ce qu'on voit, c'est que de ces deux aspects fondamentaux, le véritable but avec l'objectivité, c'est quand même le deuxième, c'est quand même d'obtenir quelque chose qui soit conforme à la réalité. Si bien qu'on peut dire que le premier aspect de ces manières dont on définit l'objectivité, le premier aspect est subordonné au second. C'est pour obtenir des jugements exacts sur les faits, pour obtenir la conformité à la réalité, qu'on va tenter de mettre entre parenthèses ou en sourdine tout ce qui touche à ma subjectivité. Et pourtant, bien que le premier aspect soit subordonné au second, il prend souvent le pas dans les conceptions de l'objectivité. C'est souvent cette attitude dépassionnée qui est mise au centre dans les conceptions de l'objectivité. Alors, autre remarque, c'est que l'objectivité, c'est quelque chose qui peut s'appliquer à divers niveaux. On vient d'en parler, il y a l'individu, c'est-à-dire celui qui, lancé dans une enquête, tente de réprimer son ego, ses attentes, etc. Un autre niveau, ce serait celui des méthodes ou des pratiques, la mise en place de protocoles assez stricts à respecter, l'utilisation d'instruments qui vont automatiser certaines opérations, la formalisation, le recours à la logique, la reductibilité par d'autres. Donc on a tout un arsenal de choses qu'on peut faire pour être objectif et on va pouvoir parler de méthodes ou de pratiques objectives. Et puis enfin, troisième niveau où on peut parler d'objectivité, c'est les produits, c'est-à-dire les résultats, les données, les théories, tous les contenus scientifiques ayant été jugés, obtenus par des pratiques et par des personnes objectives, donc qui le seraient elles-mêmes. C'est bien d'avoir conscience aussi que c'est une notion qui s'applique à pas mal de niveaux différents, également à divers domaines. Donc, je vais me concentrer dans cet exposé sur les sciences, mais l'objectivité n'est pas l'apanage des scientifiques. Il y a d'autres domaines où c'est très important, le journalisme, par exemple. L'objectivité va être convoquée comme un idéal qui est là, qui devrait réguler un certain nombre de pratiques, le choix des sujets, par exemple, se concentrer tout le temps sur les sujets de sécurité ou négliger d'autres sujets, les sujets internationaux, par exemple. Quand on fait ces critiques, c'est toujours au fond avec dans l'idée que on ferait mieux si c'était plus équilibré, donc avec l'objectivité qui est là en toile de fond. Donc, choix des sujets, des traitements, des invités qu'on va convoquer sur le plateau. Même chose pour l'action politique, on va parler de vote partisan ou de récupération politique. Là aussi, si on utilise ces termes, c'est que dans le fond, il y a une attente que malgré tout, l'action politique soit régulée par l'idéal de l'objectivité qui serait là pour garantir le bien commun. Autre domaine encore assez différent en art, où différents mouvements se réclament de l'objectivité. On connaît le mouvement de la nouvelle objectivité en Allemagne à la fin des années 10, des années 20, ou bien en photographie un petit peu plus tard. Donc des mouvements qui se réclament de l'objectivité ou au contraire qui s'en détachent. On a parlé aussi au XXe siècle d'art non objectif qui va évidemment vers l'abstraction. Tout ça va dépendre de la présence ou non justement d'un objet, donc du fait qu'on soit ou non dans la figuration de quelque chose. S'il n'y a pas d'objet, on est dans l'art non objectif. Va dépendre aussi, au cas où il y aurait un objet, du fait qu'on refuse de rentrer dans le pictorialisme, c'est-à-dire d'accorder beaucoup d'importance à la forme qu'on va donner à l'image.
pour au contraire se concentrer sur la représentation du réel sans phare. Donc c'est évidemment une notion qui en art a beaucoup, est très liée à celle de réalisme. Donc, en résumé, pour aller vers la fin de cette introduction, l'objectivité se définit autour de ces deux pôles qui peuvent être apportés, je dirais, à la fin et au moyen de l'investigation scientifique. Sur le versant positif qui concerne la fin, ce qu'on tente de faire, c'est représenter le réel pour ce qu'il est, sans déformation, sans embellissement, sans biais, etc. Pour le versant négatif qui porte, lui, sur les moyens, on va aller contre des choses, contre la subjectivité, on va refuser de céder à nos passions, à nos désirs, à nos attentes, à nos habitudes. Avec, au final, l'idée que le vrai, la vérité, se trouverait dans ce dénominateur commun à l'humanité, ce qui est là quand on gomme justement toutes nos différences, toutes nos aspérités, tout ce qui font de nous des personnes qui se détachent des autres. Le vrai, en tout cas en matière scientifique, serait donc ce qui se trouve au centre, ce qui est partageable, universel. Dans le cadre scientifique, c'est donc avant tout une notion épistémique, une notion qui joue un rôle clé dans l'élaboration et la justification de la connaissance. Épistémique, c'est l'adjectif qui se rapporte à la connaissance. Mais c'est aussi une notion qui est liée à l'éthique de la recherche et à l'intégrité scientifique, et on le voit dans la définition même de l'objectivité. C'est important de faire passer ses intérêts personnels, ou ses désirs, ou ses attentes au second plan, pour faire émerger du commun et peut-être aussi de la vérité. Donc, je vous ai mis ici un lien qui renvoie vers un article très complet de l'encyclopédie philosophique de la Stanford qui concerne l'objectivité scientifique. Puisqu'on est encore au niveau des généralités, c'est un article complet qui renvoie à pas mal des problématiques de l'objectivité. Je vais maintenant rentrer un petit peu plus dans le détail avec l'évolution historique des conceptions et des pratiques de l'objectivité, et donc, je le disais, la fixation du concept en philosophie. Alors, tout d'abord, le sens des mots objectif et subjectif ont toujours été liés, on l'a déjà dit, procédant par opposition. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater qu'il s'est inversé entre l'usage médiéval, depuis Guillaume d'Occam au XIVe siècle, et le XIXe siècle. Si bien que dans l'usage médiéval, l'objectif, ça allait désigner ces choses telles qu'elles sont présentées à la conscience, donc, et le subjectif, les choses en elles-mêmes. Donc, vous voyez que objectif fait référence à la conscience de celui qui reçoit l'objet. Donc, dans notre compréhension moderne et actuelle de ces termes, ce seraient les choses telles que perçues subjectivement par quelqu'un. Et à l'inverse, donc subjectif, les choses en elles-mêmes qui correspondent peu ou prou à ce qu'on appellerait objectif aujourd'hui. Cette inversion, elle a perduré, donc encore au XVIIIe siècle, on trouve dans certains dictionnaires la phrase suivante: une chose est dite exister objectivement si elle n'existe pas autrement qu'en étant connue ou comme étant un objet de l'esprit. Vous voyez que là encore, référence est faite à l'esprit ou à la connaissance d'un sujet. Donc avec toujours cette quasi-inversion totale par rapport à l'usage qui en est fait aujourd'hui. Alors ces inversions de sens au cours du temps, ou bien ça arrive aussi qu'elles se produisent d'une langue à l'autre sur d'autres mots, en réalité elles ne sont pas rares lorsque deux concepts sont définis par pair relativement l'un à l'autre, et même assez souvent par opposition. Donc au-delà du cas particulier de objectif et subjectif qui sont liés comme ça par opposition, il y a une compréhension beaucoup plus générale à avoir sur tous les mots qui sont définis comme ça par opposition.
et en particulier un article très intéressant de Freud, intitulé Sur le sens opposé des mots originaires, que vous trouverez dans un recueil de textes, L'inquiétante étrangeté. Freud part dans ce texte des travaux du linguiste du 19e, Abel, et donc Freud rapporte qu'en Égypte antique déjà, la langue semble singulièrement contradictoire avec de nombreux mots qui unissent des significations opposées. Et il constate, avec donc ce linguiste Abel, que les mots à double sens ont tendance à se dissocier, mais seulement dans la langue ultérieure. Et on perçoit en effet encore des traces de cela quand on fouille dans les langues anciennes ou même dans les langues actuelles. Quelques exemples qui sont mentionnés au cours de ce texte. En latin, sacer signifie à la fois saint et maudit, altus signifie haut et profond. On trouve dans les langues européennes chaud ou caldo en français et italien et cold ou calt en anglais et allemand qui signifie exactement l'opposé, donc chaud et froid, alors que on voit bien qu'il s'agit du même mot. Abel fait remarquer encore d'autres traces d'anciens tâtonnements de la pensée. Le très bel exemple avec without en anglais qui signifie à peu près littéralement avec, sans. Or, l'énigme, cette énigme du double sens et des inversions de sens, elle se résout finalement assez aisément, tout simplement parce que nos concepts sont engendrés en général par comparaison. Donc Freud citant Abel, comme on ne pouvait concevoir le concept de force hors de son opposition à la faiblesse, le mot qui voulait dire fort renfermait le rappel concomitant de faible, en tant que c'est par lui qu'il était en un premier temps parvenu à l'existence. Ce mot ne désignait en vérité ni fort ni faible, mais le rapport entre les deux et la distinction entre les deux qui avait produit les deux du même coup. Il poursuit, l'homme n'a justement pu conquérir ces concepts les plus anciens et les plus simples qu'en les opposant à leur opposé, et ce n'est que progressivement qu'il a appris à isoler les deux versants de l'antithèse et à penser l'un sans le mesurer consciemment à l'autre. Donc, c'est en ça qu'il y a quelque chose, je pense, de très général dans la manière de penser et mettre en place nos concepts, et qu'il ne faut pas tellement s'étonner de voir non seulement l'inversion de sens dont je pensais, dont je parlais au cours des âges, mais aussi la manière dont vraiment un concept va pénétrer l'autre, comme on va voir que ça se poursuit finalement encore même à l'époque moderne. Alors pour poursuivre avec ce rapide historique, il y a eu un relatif abandon de ces notions au XVIIe et XVIIIe siècle, et c'est Kant qui ravive leur usage en proposant un retournement donc, qui associe l'objectif plutôt à l'universel, une fois ce qui va être partagé par nous, et le subjectif au particulier. Et c'est sur cette base que tout l'usage moderne va se développer depuis. Je vais me tourner vers deux historiens des sciences, Lauren Daston et Peter Gallison, qui dressent l'histoire moderne de l'objectivité, mais qui en dressent l'histoire à travers le suivi de certaines pratiques scientifiques particulières, à savoir la création des images d'atlas. Pas forcément d'atlas géographiques, mais les atlas qui répertorient, par exemple, les plantes, les cristaux, etc. La question qui se pose, c'est comment a-t-on représenté, au fil du temps, les objets typiques d'un domaine. Donc c'est ce livre-ci, sorti en 2007 en anglais, Objectivity, traduit en 2012 aux presses du réel, Objectivité. Alors, selon ces deux auteurs, l'objectivité a évolué dans son acception, notamment au gré des technologies disponibles. Et ça, les images d'Atlas nous le montrent quand on en parcourt l'histoire. Ce qu'il constate aussi, c'est que ce n'est pas une histoire linéaire selon laquelle l'objectivité aurait d'abord eu un certain sens X, et puis ensuite le sens Y, et enfin le sens Z. C'est plutôt un sens qui se complexifie avec des sens qui s'enrichissent et se juxtaposent. Et c'est la raison pour laquelle Daston et Gallison parlent de régime d'objectivité plutôt que de phase ou d'époque qui seraient, elles, bien dissociées. Ce que je vais présenter très rapidement, ces trois régimes
chez Daston et Gallison, 3 régimes d'objectivité. Alors, la vérité d'après nature, qui est en quelque sorte un régime pré-objectivité, ensuite l'objectivité mécanique, et enfin le régime du jugement exercé. Donc, je commence avec la vérité d'après nature, qui nous fait revenir aux savants du XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe, qui ont une manière de produire des images d'atlas qui témoignent de certaines valeurs. Il ne s'agit pas pour eux de représenter le spécimen qu'ils ont sous les yeux, mais de superviser le travail d'un artiste en lui communiquant une vision idéalisée, parfaite de l'espèce naturelle considérée. Ben oui, en effet, si on s'intéresse aux images d'atlas, donc aux choses typiques, par exemple, d'une espèce, on ne veut pas s'appuyer sur la singularité d'un spécimen qui va toujours avoir ses petits défauts, ses petits accidents, ses petites particularités, ses petites différences. On va avoir besoin d'idéaliser quelque chose. Et donc le savant de l'époque est là pour lire la vérité d'après les accidents de la nature et conférer cette vision idéalisée. Donc, les anomalies et variations vont être lissées pour obtenir une image raisonnée, dont les savants défendent néanmoins le réalisme. C'est-à-dire, c'est comme si l'objet typique, une fois représenté de cette manière, était presque encore plus vrai que ce qu'on va trouver dans la nature, avec cette idée que la nature telle qu'elle se présente à nous est trompeuse. Donc il y a un très bel exemple qui est donné dans l'avant-propos de ce livre Objectivité, qui relate les aventures d'un savant de la deuxième moitié du XIXe siècle, Worthington, et ce savant qui travaille à l'étude de gouttes de différents liquides qu'il laisse s'écraser sur une surface plane pour en obtenir les motifs d'éclatement. C'est ça qu'il étudie, il mène une vie assez singulière. Et il va écrire ce livre au nom assez savoureux, A Study of Splashes, donc une étude des ploufs, on pourrait dire, dans lequel on va trouver, avant la date fatidique de 1894, ce genre d'image que vous avez sous les yeux, donc avec des motifs d'éclatement très symétriques, très idéalisés, qui ressemblent plus à des symboles qu'à des représentations de phénomènes physiques. Ça ressemble d'ailleurs un peu au coronavirus. Alors, la date fatidique de 1894, pourquoi est-elle fatidique pour ce bon Worthington? Eh bien, parce que pendant la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a évidemment un fort développement de l'instrumentation et de toutes les techniques photographiques en particulier. Et 1894, c'est précisément l'époque à laquelle Worthington va s'équiper d'un tel dispositif, alors qui demande aussi pas mal de travail. Il faut un flash synchronisé pour attraper la goutte s'écrasant sur la surface au bon moment. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'obtenir cette fois des planches, des représentations du phénomène sans ou avec un minimum d'intervention humaine, que ce soit celle du scientifique ou d'un artiste qui l'assisterait pour produire ces images. Et donc, vous avez cette différence assez frappante après 1894. Vous voyez qu'après 1894, c'est une photo et c'est beaucoup moins symétrique, beaucoup moins parfait, beaucoup moins idéalisé que ça l'était avant. Donc on est rentré dans ce nouveau régime de l'objectivité mécanique, l'idée étant de mécaniser la représentation et un maximum de gestes, et on va avoir une cohabitation des deux régimes. C'est-à-dire que les pratiques anciennes, le dessin et l'idéalisation n'ont pas disparu avec l'émergence de l'objectivité mécanique, mais ceux qui s'y tenaient et qui refusaient l'emploi d'instruments se sont quand même trouvés pas mal sur la défensive. Ce qu'on a constaté quand même assez rapidement, c'est que les partisans d'une objectivité mécanique avaient quand même un prix à payer par l'emploi de ces instruments. Comment produire des images d'atlas qui devraient être typiques en se restreignant d'intervenir sur l'image? Alors là, on est pris dans
dans un problème quasiment insoluble, soit on va laisser les artefacts et les autres bizarreries, toutes les singularités du phénomène, et dans ce cas-là, on va à l'encontre du projet même de la classe scientifique qui est censée représenter des types et non pas des phénomènes particuliers, tandis que si on les corrige, alors là, on est amené à réintroduire des préférences subjectives. Les conclusions, c'est en tout cas que la mécanisation ne résout pas tous les problèmes de la représentation objective du phénomène. L'introduction d'un nouvel instrument induit aussi pas mal de problèmes à résoudre qui appellent des qualités de jugement chez les scientifiques. On va avoir des artefacts qui sont produits par ces instruments, des déformations propres aux instruments. Si bien qu'il va falloir construire une voie intermédiaire par laquelle les technologies sont certes utilisées, donc on reste encore une fois dans ce régime de l'objectivité mécanique, mais elles vont être suppléées par un jugement responsable, si bien qu'on entre encore dans ce troisième jugement, dans ce troisième régime que Daston et Gallison appellent régime du jugement exercé. Voilà. Donc Daston et Gallison, sur la question de l'objectivité, se distinguent des philosophes en proposant une analyse de l'objectivité qui, tout d'abord, est ancrée dans les pratiques. Vous voyez que ce n'est pas un travail qui est hyper abstrait, très conceptuel. On se demande comment les gens faisaient de la science à telle ou telle époque. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est un mouvement de balancier par lequel l'objectivité se construit avec ou sans le sujet. Dans la période dite de pré-objectivité, où on avait un savant qui était capable de lire la nature, de la dévoiler, grande importance de la subjectivité de ces savants, de ces quasi-génies avec un savoir tout particulier. Ensuite, le subjectif va être retiré au maximum et on va introduire des instruments qui vont mécaniser, automatiser et on va demander aux savants de devenir des espèces de petits soldats de la science qui laissent à l'entrée du laboratoire tout ce qui constitue leur individualité, avant de se rendre compte qu'en réalité, il va quand même falloir faire preuve de jugement. Alors, parallèlement à ces travaux, les philosophes, eux, conçoivent l'objectivité de manière un petit peu différente. On l'a rapidement vu tout à l'heure, l'objectivité en philosophie est conçue à partir de la philosophie kantienne. Les notions importantes en sont l'universel, ce sur quoi tous les sujets peuvent s'accorder. Donc c'est cette notion d'universel, mais aussi d'intersubjectivité qui est cruciale. L'intersubjectivité, c'est ce qui se trouve, si vous voulez, au centre de tous les sujets, ce sur quoi tous les différents sujets peuvent être d'accord. Donc, dans les conceptions philosophiques de l'objectivité, on va avoir ce registre de la neutralité, du détachement émotionnel, de l'automatisation, de la formalisation, de la quantification, toutes ces choses, toutes ces modalités de l'objectivité qui vont être très, très joliment résumées dans un livre écrit par Thomas Nagel, enfin surtout dans le titre de ce livre qui s'intitule The View from Nowhere, c'est-à-dire, ça a été traduit comme ça en français, le point de vue de nulle part. Donc c'est vraiment ça vers quoi tend la conception philosophique, le point de vue de nulle part. On va jeter sur les choses ce regard qui n'est propre à personne, finalement. C'est un concept normatif qui est central pour les sciences, qui explique leur bonne marche, mais aussi certains échecs, certaines faillites. Quand il est question de biais, d'intérêt ou de pouvoir, là, ce sont des questions qui doivent être régulées par cet outil normatif. C'est parce qu'on a un concept d'objectivité qu'on est capable de dire, là, cette recherche, elle était biaisée, ou là, ce labo, il avait un intérêt. Et donc, pour régler ces questions de biais, d'intérêt, de pouvoir, le registre qui est vraiment sous-jacent à l'objectivité en philosophie, ce registre de la neutralité et du détachement,
semblent accomplir tout ce travail. Est-ce que c'est le cas? Eh bien, c'est ce qui est contesté dans des travaux plus récents qu'on doit aux critiques féministes et qui ouvrent aussi de nouvelles perspectives. Alors, ces auteurs féministes, elles se sont particulièrement intéressées à l'examen critique de l'objectivité depuis le début des années 1980. C'est même devenu, l'objectivité, un thème central de l'épistémologie féministe, suivant, on pourrait dire, 3 voies essentielles. La première consiste à mettre au jour des biais, à révéler un non-respect des normes déjà existantes d'objectivité. La deuxième consiste à contester la manière même dont l'objectivité a été traditionnellement conceptualisée en philosophie. Et puis la troisième voie d'action, je dirais, consiste à proposer d'autres angles de conceptualisation pour continuer à penser un peu plus loin ce concept d'objectivité. Alors, sur le premier type de travail, mettre au jour des biais, révéler un non-respect des normes existantes d'objectivité, le féminisme tente de mettre au jour des biais essentiellement culturels qui assoient la domination masculine et renforcent l'association du féminin au faible, au passif, à l'inactivité. Il y a un très bel article de Catherine Okroulik qui s'appelle Gender and the Biological Science, qui date de 1994 et qui répertorie justement plusieurs cas assez convaincants de telles recherches biaisées. Le premier cas qu'elle relate, c'est celui de l'image qui est souvent apparente dans les travaux de biologie, de l'ovule princesse endormie, réveillée par le vaillant spermatozoïde dans une répétition des rôles traditionnellement attribués au féminin et au masculin. Et pourtant, un rôle beaucoup plus actif de l'ovule a été mis en évidence chez les oursins dès 1895, mais a été aussi largement ignoré en biologie humaine. Alors, elle s'appuie pour ça sur un certain nombre de sources qui ont précisément travaillé sur ce cas-là, que vous avez sur les 2 lignes en dessous, donc The Importance of Feminist Critique for Contemporary Cell Biology, The Egg and the Sperm, How Science Has Constructed a Romance Based on Stereotypical Male-Female Roles. Donc, ce sont des références que vous pourrez aller voir si vous êtes intéressé par ce cas-là. Deuxième cas que Okroulik mentionne dans son étude, c'est l'évolution humaine qui serait basée sur les seules luttes, compétition et inventivité masculine. Elle s'appuie cette fois sur le travail de Ruth Hubbard dans un article intitulé Have Only Men Evolved? Est-ce que seuls les hommes ont évolué? C'est un travail de 1982 qui critique des passages de La filiation de l'homme, écrit par Darwin en 1871. En voici un extrait, donc c'est un passage qui est tiré du livre de Darwin, et qui dit ceci: les hommes ont dû défendre leurs femelles, ainsi que leurs enfants, contre toutes sortes d'ennemis, et chasser pour leur subsistance, à tous. Seulement pour éviter les ennemis ou pour les attaquer avec succès, pour capturer des animaux sauvages et pour créer des armes, il a fallu recourir à des facultés mentales supérieures, notamment l'observation, la raison, l'invention ou l'imagination. Ces facultés diverses ont donc continuellement été soumises à l'épreuve et sélectionnées. Donc voilà, c'est vraiment comme si les femmes restaient dans la grotte à la maison, pendant que les hommes, soumis à toutes ces pressions de l'environnement, développaient observation, raison, invention, mais hommes uniquement. Donc, ce qu'il faut souligner dans cette première voie, c'est que le travail envisagé ici ne requiert pas un profond changement de paradigme sur l'objectivité, sur la manière de concevoir ce qu'est l'objectivité. Et ça, c'est la position dite de l'empirisme féministe. En effet, ce qu'elles peuvent dire, c'est que si l'objectivité, c'est une plus grande neutralité, c'est un effort de ne pas être biaisé, ma foi, les critiques qui sont mentionnées ici soulèvent des biais que permettent d'identifier déjà le concept
d'objectivité tel que reposant sur la neutralité. Mais la plupart des auteurs féministes vont quand même plus loin. J'aborde donc le deuxième point, comment les auteurs féministes contestent la manière dont l'objectivité a été traditionnellement conceptualisée. Alors on l'a vu, chez Kant, le transcendantal est constitutif de tout sujet qui permet la formulation de jugements universels. Et les conceptions de l'objectivité traditionnelle d'inspiration kantienne s'appuient sur des sujets universels, désincarnés, abstraits. Donc ce sont celles qui aboutissent au point de vue de nulle part, tel que formulé par Thomas Nagel. Et donc une première ligne de critique féministe porte sur la désincarnation du sujet universel, ses prétentions à l'abstraction, à la formalisation. C'est cette désincarnation qui peut conduire à une vision étroite qui ignore des dimensions importantes, bien que certains traits caractéristiques de l'objectivité soient satisfaits. C'est aussi cette désincarnation qui s'accompagne d'une prétendue neutralité de la science sur le plan des valeurs. On dirait que la science se désintéresse des valeurs, elle ne s'intéresse qu'aux questions de faits, avec très présente cette distinction donc, entre faits et valeurs. Bon, on peut quand même se poser la question, comment est-ce que tous ces outils d'objectivation que je vous répète depuis le début de cet exposé, donc formalisation, distance, neutralité, désincarnation, universalité, mathématisation, etc., comment est-ce que ces outils d'objectivation pourraient aller à l'encontre de l'objectivité? Peut-être qu'une bonne réponse consiste tout simplement à regarder des exemples. J'en ai un très beau ici, que j'avais trouvé il y a quelques années, en 2015, dans un texte écrit par un logicien français qui mène une carrière internationale, un texte qui porte sur la logique universelle. Vous voyez qu'on est vraiment dans le registre on ne peut plus propre à l'objectivité, on a un logicien, voilà, la logique universelle, on est vraiment dans tous les mots-clés, je veux dire, de l'objectivité. C'est un article publié dans une grande revue de philosophie, Synthèse, et qui a été pointé par un blog féministe comme à la fois homophobe et sexiste, voilà, une sortie homophobe et sexiste, c'est ce que relate ce blog féministe. Dans un texte qui se voulait critique de, peu importe pour nous de quoi parle ce texte du point de vue de la logique, l'auteur, Jean-Yves Béziot, se voulait critique d'une certaine voie le pluralisme logique. Et donc, pour mener sa critique, l'auteur dénonce une défense du pluralisme telle que la conçoivent les défenseurs des droits homosexuels. Donc là, il arrive déjà en terrain glissant. Et il va pour ça évoquer le drapeau arc-en-ciel, censé représenter le pluralisme. Et on a plusieurs couleurs, et donc ça représente le pluralisme, la diversité, mais en même temps, il souligne le fait que ce qu'on prône au final, c'est l'activité sexuelle entre personnes de même sexe. Ça, logiquement, ça lui plaît pas tellement. Donc, du point de vue du logicien, ça fait peut-être sens, mais il se rend pas compte du caractère extrêmement choquant et bizarre de ces propos par lesquels, finalement, on va évacuer le pluralisme juste parce que c'est ramené à quelque chose qui, lui, ne lui évoque pas du pluralisme. Dans le même texte, il poursuit en affirmant que le pluralisme logique est une mode, donc éphémère et superficielle, je cite, comme une jeune fille sexy qui un jour sera une vieille dame plus tellement attrayante. Bon, tout ça pour dire que les outils de la logique et de la formalisation, ça ne vous prémunissent pas contre certains biais culturels, disons, qui peuvent être assez problématiques. C'est pour ça que l'attitude de prétendue neutralité est attaquée. Elle contribue pour les auteurs féministes, en tout cas dans certains cas, à ce qui relève davantage d'un masquage du rôle des valeurs ou des influences, des mauvaises influences de la société, qu'à leur disparition. Et ces valeurs sous-jacentes qui influent sur le cours de la science, en fait, elles ne peuvent même plus faire l'objet d'une enquête puisqu'on nie leur présence.
et j'ai regardé la suite de cette histoire dont je vous parle, la défense de Jean-Yves Béziot, de manière assez prévisible. Elle s'appuie justement sur le fait que, non, bien sûr que je suis neutre, puisque je convoque la logique, je convoque tous ces outils qui sont tout à fait propres au registre de l'objectivité. Alors, sur cette question des valeurs, l'une des auteurs phares, c'est Hélène Longino, un article par exemple de 2002, How Values Can Be Good for Science, comment les valeurs peuvent être bonnes pour la science. La science qui prétend, dans la version traditionnelle, faire abstraction des valeurs, planer au-dessus des valeurs, en tout cas des valeurs non propres à la science. Dans cet article, Longino s'interroge devant une étude scientifique qui démontre l'infériorité des femmes dans le domaine des mathématiques et dont les auteurs se réclament de la neutralité. Alors pour les auteurs de cette étude, ils n'ont fait que rapporter leurs honnêtes résultats et tant pis pour les gens qui n'ont pas le courage de les affronter, de les voir. Donc, qui est neutre dans l'histoire? Pour Longino, c'est pas vraiment de la neutralité, elle critique cette prétendue neutralité qui n'en est pas. Monter cette étude, se dire tiens, ce serait intéressant d'essayer de voir si les femmes ne seraient pas inférieures aux hommes dans le domaine des mathématiques. Donc, le simple fait de monter cette étude relève déjà d'un parti pris qui ne fait que renforcer un climat qui est déjà plutôt hostile en général et dans à peu près toutes les sociétés pour les femmes en sciences. Et donc, c'est cette orientation féministe qui permet de révéler certaines des valeurs en jeu. Longino, elle par des valeurs féministes qui ont à voir aussi avec l'égalité, la démocratie. Donc, elle n'est pas neutre, mais en n'étant pas neutre, elle révèle des failles de la neutralité, de la prétendue neutralité. Alors, ça m'amène au troisième et dernier point, proposer d'autres angles de conceptualisation de l'objectivité. D'abord, faut-il entreprendre un tel travail de reconceptualisation? Est-ce qu'on est face à un concept qui, à force de procéder par inversion du subjectif, de l'objectif, d'avoir son sens qui varie au fil du temps, qui devient inutilisable, voire contre-productif? Ce n'est pas le cas pour ces épistémologues féministes qui continuent à dire non, on cherche quand même à avoir une science avec moins de biais, et il nous semble que ce concept d'objectivité peut servir à ça, à condition de le repenser. Et donc, elle propose un véritable travail d'élaboration du concept, mais qui se détache de ce point de vue de nulle part. Alors, quelques lignes de proposition pour Longino, par exemple, ce sont les valeurs extrascientifiques qui peuvent bénéficier à la science et non pas plomber la science. Encore une fois, quand on prétend être neutre, on risque surtout de rester aveugle devant les valeurs qui, en réalité, pénètrent la connaissance scientifique. Pour une autre philosophe des sciences, Sandra Harding, qui accompagne Longino, les deux insistent sur la nécessité de faire entrer comme acteurs de cette critique des sujets incarnés, surtout celles ou ceux qui sont concernés par une recherche, que ce soit en biologie ou ailleurs. Donc il y a vraiment cette idée, j'ai écouté l'exposé de Sébastien tout à l'heure sur la différence, il y a cette idée que pour être plus objectif, mettre de la différence, c'est pas mal, parce que ça fait tomber certaines œillères. Et donc, un certain privilège épistémique peut être défendu justement pour les sujets qui sont habituellement exclus ou marginalisés ou qui sont non dominants dans un contexte donné. C'est tout le propos de ce qu'on appelle les standpoint theories, les épistémologies du point de vue. Dernière ligne, me semble-t-il, de proposition, c'est que la philosophie des sciences classiques a en général exclu de son champ d'enquête ce qu'on appelle le contexte de découverte, c'est-à-dire la manière dont on en arrive à formuler des programmes de recherche, à définir ses lignes de recherche ou à formuler des hypothèses, pour se concentrer plutôt sur le contexte de justification. Donc,
ce qui se passe dans cette approche classique, c'est que si j'ai une idée, si je formule une hypothèse sur quoi que ce soit, la manière dont j'en suis arrivé à formuler cette hypothèse ne relève pas de la philosophie des sciences, c'est de la psychologie, peu importe. Ce qui compte en philosophie des sciences, c'est est-ce que je vais être capable de justifier mon hypothèse une fois formée. L'épistémologie féministe s'oppose à cela, elle se dit, les questions de quelle recherche est financée, quelle recherche est menée, pourquoi est-elle menée, quelles hypothèses sont systématiquement laissées de côté, tout ça, ce sont des questions qui sont très importantes et très pertinentes aussi pour l'objectivité. Donc voilà un peu pour ce tour de la recherche récente, contemporaine, je dirais, les dernières questions qui touchent à l'objectivité, ces nouvelles perspectives. Donc en conclusion très brève, ce qu'on peut dire, c'est que l'objectivité mobilise effectivement pas seulement un travail d'ordre épistémologique, mais aussi d'ordre éthique, tout simplement parce qu'elle interroge constamment ce qu'est la bonne attitude, la bonne méthode et les bons déplacements à effectuer pour faire de la bonne science, tout ça dans des contextes qui sont extrêmement changeants. La société change, le climat culturel change, les techniques, les technologies changent, et donc on est constamment amené à se poser des questions de cet ordre. Qu'est-ce que c'est que l'objectivité aujourd'hui? Et je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci Vincent pour cette belle intervention très complète sur la notion d'objectivité sous le prisme de la philosophie des sciences et de son histoire. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi les participants, de clarification, des commentaires? Alors, une question très pratique, aurons-nous le cours? Alors, je pense qu'on peut envoyer les supports de ces présentations-là aux étudiants, évidemment, hein, ça sera fait par Catherine Collet, évidemment. Voilà, on enverra les supports de cours par mail. Sébastien, je te laisse la parole. Merci Léo de me laisser la parole et merci aussi à Vincent. J'ai trouvé que c'était très clair et ça m'a passionné en tout cas. Moi, j'avais simplement une question que je me posais en t'écoutant et qui est une très vaste question, mais c'est la question, comment on relie cette question de l'objectivité avec la question de la vérité? Parce que en t'entendant dire que peut-être cette conception de l'objectivité devait être enrichie, je me suis dit, dans le fond, il y a peut-être différentes conceptions de la vérité. Une vérité scientifique, mais il y a peut-être d'autres types de vérités, des vérités d'expérience, etc. Enfin, je sais pas. C'est ce que je me disais en réfléchissant à cette question de l'objectivité à partir de ton exposé. Est-ce que finalement, on ne doit pas, in fine, se poser la question de qu'est-ce que la vérité, qui est une question très large. Ouais. Ouais, c'est une très bonne et très très fondamentale question. Moi, je me suis jamais trop intéressé au concept de vérité, justement, parce pour moi, il est trop dur, il est trop insaisissable et surtout trop métaphysique. Comment se saisir de la vérité, comment faire naître la vérité, qu'est-ce que c'est que la vérité? C'est des questions qui, à mon sens, sont trop abstraites, enfin en tout cas pour ma propre sensibilité philosophique. Et ce que j'aime bien avec le concept d'objectivité ou avec d'autres concepts sur lesquels je me penche en philosophie des sciences, c'est que on peut les rapporter à de la pratique, à des méthodes. Vous voyez, quand on parle d'objectivité, on peut se dire, bon, si je veux être objectif, alors tout ça se discute, hein, qu'est-ce que c'est que la méthode apportant l'objectivité, mais au moins on peut se poser la question de quelles sont les pratiques qui apportent l'objectivité. Alors, ce qu'on peut espérer après, c'est que, comme on dit en anglais, et malheureusement pas, ou en tout cas je connais pas l'équivalent en français, c'est que peut-être l'objectivité serait truth conducive, c'est-à-dire que l'objectivité nous amènerait vers la vérité,
nous en rapprocherait en tout cas. C'est ce qu'on peut espérer, c'est ce qu'on espère en se disant, bon bah, si je cherche uniquement dans tout ce qui est reconnu comme peut-être pas universel, mais comme étant accepté par chaque. Alors c'est quand même peut-être, enfin en tout cas ça semble être une base plus solide pour aller vers la vérité que si j'ai un rapport complètement éclaté, quasiment au cas par cas, enfin personne par personne, sujet par sujet, concernant les phénomènes d'études, enfin ceux sur lesquels on enquête. Mais c'est plus un espoir qu'autre chose en fait. Et je crois on peut continuer à garder un peu cette histoire de vérité en arrière-plan, dans un flou artistique. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai tendance à faire personnellement. Oui, pour compléter ce que dit Vincent, il y a chez Hélène Langino un concept qui est important, me semble-t-il, c'est le concept d'objectivité sociale. C'est l'idée selon laquelle, enfin, c'est ce que tu viens de dire, hein, Vincent, mais en le reformulant, c'est l'idée que à l'objectivité individuelle du scientifique, spécialiste d'un domaine, hein, et plutôt spécialiste parce que il a réduit le champ du réel à précisément quelque chose de saisissable objectivement, on peut opposer l'idée d'une objectivité sociale qui serait celle obtenue par la délibération, la conflictualité et la confrontation au sein d'un collectif, qui se serait donné comme aussi postulat d'assumer ses valeurs, d'assumer aussi un certain rapport d'implication au contexte. Et donc voilà, c'est cette idée chez Longino de participer à la production d'une connaissance impliquée qui soit complètement dans un rapport assumé à certaines valeurs. Et ça, il me semble que cette notion d'objectivité sociale, donc une objectivité obtenue par le respect d'une forme de pluralisme, est précisément importante aujourd'hui où on a du mal à voir comment peut se construire du commun dans les sciences, quoi. Voilà. Bon voilà, c'était simplement pour compléter, mais en tout cas, il me semble important aussi de contraster ces deux conceptions de l'objectivité selon quelle est finalement l'entité qui se revendique objectif, quoi. Ouais, tout à fait d'accord. Ouais. Est-ce que... alors, il y a une question. Si l'objectivité est pratique, et lorsqu'on lit votre conclusion, cela pourrait laisser à penser que si l'on peut légiférer sur les concepts auxquels on dit réfléchir avec et pourtant non. Je comprends pas la question. J'ai essayé de lire Ouais. la même question, mais j'ai pas compris. Alors, est-ce que on peut donner la parole à Nathalie Lefrançois? Vous ouvrez votre micro et vous posez votre question en direct, ce sera peut-être plus simple. Oui, en fait, c'est-à-dire que si on réfléchissait à l'objectivité en lisant la conclusion, en fait, et qu'on y réfléchissait de manière pratique, mais dans les domaines un peu sociétaux. Donc, dans des exemples, par exemple, ne serait-ce qu'en droit, par exemple, ça pourrait dire que si on se dit objectif, on peut dire que notre parole, en étant objectif, pourrait permettre juste de légiférer ou ou de détenir la vérité. Et donc, je demandais aussi où était la place du doute dans l'objectivité. D'accord. Je ne sais pas si ma question est plus claire posée comme ça. Ouais, c'est plus clair. Enfin, en tout cas, je peux tenter d'y répondre. D'abord, moi, j'aurais beaucoup de réticence à laisser des sujets individuels dire moi je suis objectif. Je pense que l'objectivité, comme je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de ma présentation, j'ai présenté ça comme un terme positif, comme quelque chose, enfin, voilà, qui dégage une force, une valeur véritablement positive.
Est-ce que c'est à moi de me dire, de me déclarer parfaitement neutre, parfaitement objectif, et puis puisque je suis aussi complètement féministe, j'ai pas la moindre once de racisme en moi. Euh, je pense que c'est plutôt des jugements qui doivent être effectués de l'extérieur, qui doivent impliquer d'autres personnes. C'est à d'autres personnes de déclarer que oui, un tel a semblé suivre une voie de l'objectivité. Donc, je pense que ça permet aussi de répondre à votre question sur la place du doute. C'est qu'en fait, une objectivité qui ne s'appuie pas sur le doute, et d'abord sur le doute de sa propre objectivité et l'attente d'une espèce de validation, en tout cas de jugement qui viendrait de l'extérieur et pas de soi-même, à mon avis, c'est peut-être pas suffisant, mais en tout cas, c'est nécessaire pour aller vers une meilleure objectivité. Ouais. J'en profite, je lis une question de Wesley Mondésir. Je me demande si l'objectivité peut nier le sujet épistémique. Bah, alors là, justement, ça va dépendre des conceptions de l'objectivité qu'on déploie. Il y a certaines conceptions, donc les conceptions philosophiques traditionnelles de l'objectivité vont vers ça. On va tenter de nier, si ce n'est le sujet épistémique, en tout cas, c'est les qualités qui font de lui, enfin, disons, ses singularités. Donc, en cela, sur plein de sujets, l'objectivité traditionnellement conçue dirait, mais on n'a pas à s'exprimer là-dessus, ni en femme, ni en tant que femme, ni en tant que personne racisée, par exemple. Ce sont des sur lesquels tout le monde doit intervenir, on est tous égaux, etc. Donc là, il va y avoir une négation du sujet épistémique, alors que ce qui est réintroduit dans les théories du point de vue, dans les standpoint theories, c'est que non, avoir un point de vue particulier sur certaines questions, ça peut avoir un impact tout à fait positif sur la manière dont l'objectivité se joue et se discute et se négocie en société. Oui, Paul Loup, je te laisse la parole. Avec le micro, peut-être. Oui, bah, avec le micro. Bonjour à tous. Je me permets de faire une petite remarque pour faire le lien entre un lien possible entre l'objectivité et l'éthique du soin. Il y a une notion qui apparaît aujourd'hui dans le soin, c'est la notion de biais implicite. Donc, l'idée que tout soignant, ou on pourrait dire aussi tout policier ou tout travailleur finalement, disons, exerce ses activités avec des biais implicites qui peuvent être des biais racistes, des biais disons, homophobes ou un certain nombre de biais aussi fondés sur des préjugés culturels. Et donc la question là qui se pose est de savoir si, comme le propose par exemple donc un site, je crois que c'est l'université Stanford qui le fait, s'il faut traquer les biais implicites et parvenir à un soin qui en soit absolument dépourvu, ou s'il faut accepter que les soins soient différenciés et que certains préjugés dont éventuellement le soignant serait conscient continuent d'influencer la pratique. Donc là, on voit bien comment cette question de l'objectivité a une résonance dans l'éthique du soin qui est très forte sur cette question de l'objectivité. Voilà, ouais. C'était une remarque. Je ne sais pas si ça peut être une question pour Vincent, s'il a des choses à en dire. Ouais, ce que je peux en dire, c'est que ça rejoint la préoccupation autour du masquage, en fait, de l'implicite ou de l'explicite. C'est que c'est très différent d'avoir un biais implicite ou d'avoir des valeurs qui jouent de manière implicite et qui sont niées. C'est très différent
par rapport à avoir ces éléments qui sont explicités et qui peuvent rester peut-être, et peut-être qu'avoir un traitement différencié en soins ou ailleurs, ça peut faire sens. Mais en tout cas, il y a cette préoccupation là qui est exposée, qui me semble vraiment intéressante des philosophes féministes, de tenter d'exposer, de ne pas masquer, de ne pas nier les biais, de ne pas les garder sous cette forme implicite. Donc ouais, c'est intéressant ce lien avec le soin.